Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la sécurité et de la défense du système d'information. Et puis je vais être le méchant. Je vais vous demander de plus partager vos renseignements personnels sur les différentes applications. Non, aujourd'hui, alors du coup, je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Thibaut Icaro. J'ai travaillé plusieurs années pour la société Thales, au centre de recherche européen pour la sécurité des systèmes d'information. Et mes travaux là-bas étaient de fournir un environnement protégé et de développer des outils de sécurité pour sécuriser les plateformes infonuagiques à l'aide de ce qu'on appelle un HSM. C'est un Hardware Security Module. C'est un équipement qui permet de générer des clés cryptographiques de manière sûre et de stocker les différents secrets de manière sécurisée. Et alors aujourd'hui, je suis à Sherbrooke, à l'université, et je travaille pour le groupe de recherche interdisciplinaire en informatique de la santé. Mon travail au sein du GRIS, c'est toujours de fournir des méthodes et des outils pour sécuriser les données, et plus particulièrement sécuriser les données qui sont au repos et en transit dans le cadre de recherche clinique. Le problème aujourd'hui pour les recherches dans le contexte des recherches cliniques, c'est l'accès et le partage des données entre les différents chercheurs cliniciens. Et puis, nous, au GRIS, ce qu'on veut, c'est pouvoir faciliter l'accès aux données et puis le partage. Pour vous donner un exemple, un chercheur clinicien, quand il va commencer à vouloir créer sa méthodologie pour sa recherche clinique, il va demander l'accès à différentes données à plusieurs organisations de santé. Et tout ce protocole, ça peut prendre plusieurs années pour effectuer sa recherche clinique. Et puis, par la suite, une fois que la recherche a été faite et qu'il y a des résultats de recherche clinique, il faut que les patients puissent en profiter. Et pour que les patients puissent en profiter, ça prend de nouveau plusieurs années à arriver en médecine de première ligne. Alors pour résoudre ce problème, au sein du GRIS, nous, on a développé une plateforme qui va permettre l'échange et l'accès aux données de santé entre plusieurs organisations de santé. Et cette plateforme va permettre d'échanger des données entre plusieurs sources de données hétérogènes. Et puis, pour que ça fonctionne, il faut que les différentes autorités puissent donner leur aval sur cette recherche clinique. En plus de quoi, on doit pouvoir gérer toute la problématique de sécurité des données, à savoir les données qui sont à la fois au repos, en transit, et on doit pouvoir gérer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de ces données pour pas que les résultats de l'étude soient faussés. Et bien entendu, à ça, pour faciliter le problème, il faut que les patients puissent donner leur consentement. Alors pour réaliser ça, on utilise différentes méthodes qui ont été éprouvées en matière de sécurité, mais on utilise aussi de nouvelles techniques pour gérer l'accès aux données et puis permettre le partage entre les différents chercheurs cliniciens. L'objectif étant toujours d'assurer la sécurité des données de bout en bout. J'expliquerai plus en avant ce que ça veut dire. Alors aujourd'hui, moi, ce que je vais vous présenter, c'est les différentes méthodes de sécurité qu'on peut mettre en place, pas seulement dans la santé, mais aussi d'une manière globale, pour protéger les systèmes d'information. Et puis, le message que j'aimerais faire passer, c'est que la sécurité
en particulier des données, c'est un domaine qui est transversal. C'est un domaine qui est transversal, la sécurité des données. Ça ne touche pas seulement l'aspect technique, ça touche aussi l'aspect législatif. Donc on va pouvoir voir que le domaine de la sécurité, c'est un domaine large. Voilà. Alors, en matière de sécurité, il y a plusieurs réglementations, notamment en Amérique du Nord. Alors, il y a une dizaine d'années, on considérait qu'on n'avait pas besoin de réglementer l'accès aux données, ni même l'acquisition de données et leur utilisation. Les choses commencent à changer parce qu'il y a différentes réglementations qui sont mises en place. Je peux citer par exemple le Privacy Act de 1974 aux États-Unis, mais aussi le Health Insurance Portability and Accountability Act de 1996, ou le high-tech, le Health Information Technology for Economic and Clinical Health en 2009. Alors, c'est bien de beau tous ces acronymes et toutes ces réglementations. La dernière mise à jour d'HITECH, ça a été fait en 2013. Et HITECH, qui est un surensemble d'IPAA, ça permet de donner des très fortes pénalités en cas de fuite et de violation de données. Ça permet aussi d'accroître la responsabilité des associés d'une organisation. Alors ça peut être les associés directs d'une organisation, mais ça peut être aussi les associés... Merci. Désolé. Ouais, ça peut être aussi les différents associés commerciaux d'une organisation, comme par exemple un organisme de santé qui vendrait les données de santé à des entreprises privées. Ça permet aussi d'avoir une notification de 60 jours après la découverte d'une fuite de données. Et pour finir, les patients peuvent enfin demander à avoir leur dossier complet au format électronique. Alors ça, c'est pour les États-Unis. Au Canada, au niveau fédéral, nous avons la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. C'est marrant parce que cette réglementation, elle va être mise à jour prochainement, au 1er novembre 2018. Et puis, ça va enfin rendre obligatoire la notification aux utilisateurs dès qu'il y aura une fuite de données. Donc, on a du retard par rapport aux lois américaines. Mais pire que ça, on a du retard sur les réglementations européennes parce que en Europe, depuis mai 2018, a été officialisée la mise en place du RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui est aujourd'hui le règlement le plus strict et le plus proactif en matière de protection des données des utilisateurs. Je vais expliquer pourquoi. La RGPD, elle se base sur 8 droits fondamentaux. Le droit d'accès, de modification et de suppression des données. Le droit d'opposition et de limitation à l'utilisation de nos données personnelles. Et on ajoute, la RGPD ajoute la notion de portabilité entre différentes organisations. C'est-à-dire que vous allez pouvoir demander à ce qu'une organisation puisse transférer vos données à une autre sans qu'il y ait d'opposition de leur part. La RGPD, elle est aussi intéressante parce qu'elle permet de réglementer l'utilisation des données pseudo-anonymisées.
Aujourd'hui, personne dans le monde n'a réglementé l'utilisation des données pseudo-anonymisées. Et les autres droits fondamentaux de la RGPD sont la décision automatisée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aller sur un site internet ou le site d'une organisation et puis dire non, moi je ne veux pas que mes données soient utilisées. Donc l'entreprise va par exemple vouloir vous supprimer de sa base de données, mais ça doit être fait de manière automatique. Le dernier droit fondamental de la RGPD, c'est le retrait du consentement. Aujourd'hui, aucune réglementation, jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à 2018, aucune réglementation parlait du retrait du consentement. Alors on est en train de passer de la mise en conformité par rapport aux réglementations à la mise en place d'une gestion éthique des données, ce qui est plutôt intéressant. Et contrairement aux réglementations américaines et européennes, la notification est de 72 heures au lieu de 60 jours. Alors d'accord, c'est super beau, les réglementations, c'est des mots. Qu'est-ce qui se passe dans le monde réel en termes d'attaque et de violation de données? Alors j'ai pris différents chiffres, notamment en 2017, où on peut voir qu'il y a eu énormément d'incidents, et notamment le premier secteur touché, c'est le secteur de la santé, en termes d'incidents. Un incident, c'est des attaques sur un système d'information sans pour autant qu'il y ait une violation de données. Alors en 2017, qu'est-ce qu'on constate? On constate que finalement la santé, c'est pas l'endroit où il y a eu le plus de violations de données. En 2017, l'industrie qui a eu le plus de violations de données, bon ici c'est marqué autre industrie, ça ne nous aide pas. En 2017, c'était la société River City Media. Vous connaissez certainement pas, mais en réalité, c'est un empire du spam. Leur business à eux, c'était de générer automatiquement des adresses courriels. Et puis ensuite, sur les adresses courriels qui sont jugées fiables, ils envoyaient des courriels aux utilisateurs en leur demandant de s'inscrire pour recevoir des cadeaux, qu'ils ne recevaient jamais, évidemment. Mais ils avaient réussi à avoir l'intégralité de leurs renseignements personnels, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Et, je ne vous conseille pas de vous lancer dans ce business parce que c'est complètement illégal. Et puis, en tout état de cause, ils revendaient ensuite toutes ces informations au marché noir. Alors d'accord, vous allez me dire, il y a plein d'attaques, il y a plein d'incidents, il y a aussi plein de violations de données, mais quel type de données sont volées exactement? Alors d'après ces statistiques, depuis quelques années, en tête, le type de données qui sont volées, c'est toutes les données relatives à l'identité d'une personne, donc c'est le vol d'identité. Ensuite vient les accès financiers, les accès à des comptes. Et on peut voir que le vol d'identité, c'est le premier en tête depuis plusieurs années déjà. Et c'est bien parti pour être encore le premier en 2018, d'après les chiffres du premier semestre. Alors je reviens au premier semestre 2018. Le secteur de la santé, c'est toujours le plus touché en termes d'incidents au premier semestre. Mais, encore une fois, la santé est plutôt épargnée en termes de violation de données. La plus grosse fuite de données cette année, au premier semestre, c'est un réseau social que vous connaissez bien, Facebook, avec le scandale de Cambridge Analytica. Je ne vais pas m'attarder dessus. L'important dans tout ça, c'est de voir que finalement, la santé, malgré le nombre d'attaques qu'on subit, on arrive à être plus ou moins protégé.
Alors, comme on l'a vu, il y a différentes réglementations, mais le problème, c'est que ces réglementations, elles n'apparaissent pas aussi efficaces que prévu pour lutter contre les différentes violations de données. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir s'organiser au niveau opérationnel et technique pour protéger les données. Alors, pour réussir à se protéger, on va utiliser des méthodes qu'il va falloir suivre. Et cela passe généralement par l'identification des données sur notre système d'information, par la protection de ces données une fois qu'on les aura classées. Cela passe par mettre en place une architecture de système d'information qui permettra de détecter les différentes attaques. Et si jamais un jour il y a une intrusion, enfin, ce qui arrivera très probablement, il faut mettre en place des procédures de réponse à la crise. Et finalement, on pourra établir des procédures standardisées de restauration des données, des services, etc. Alors, quel type de données est-ce qu'on peut avoir sur son système d'information? Alors, il peut y avoir les noms, prénoms des clients, leur adresse, numéro de téléphone. Il peut y avoir aussi la propriété intellectuelle d'une organisation, toutes les informations financières de l'entreprise. Mais on peut classer ces différentes données suivant trois types, suivant trois catégories. La première catégorie, c'est les renseignements personnels. C'est tout ce qui a trait à l'identification d'une personne, nom, prénom, adresse, téléphone, etc. Ensuite, on a les données confidentielles. Les données confidentielles, c'est votre appartenance à une religion, à un syndicat, vos opinions politiques. Et pour finir, on peut classer les données suivant le fait qu'elles soient des données sensibles. Alors les données sensibles, c'est à la fois l'association entre les renseignements personnels et les données confidentielles. Et c'est sensible parce que ça permet d'identifier clairement une personne, ça permet d'identifier vos préférences de vol par exemple, vos opinions politiques, etc. Alors, suivant les différentes catégories qu'il peut y avoir, il y a différentes réglementations qui s'appliquent. En matière d'information personnelle, il y a les différentes réglementations qui en parlent, etc. Mais généralement, les organisations vont en rester à se conformer à la réglementation. C'est-à-dire que il faudrait qu'on puisse passer de la conformité à l'éthique, ce qui est un gros travail qui reste à faire en matière de sécurité. Pour arriver à une gestion éthique des données des utilisateurs, il y a trois grandes étapes. La première, c'est la mise en place de procédures c'est simplement de se conformer à la réglementation en vigueur. La seconde étape, c'est de mettre en place des procédures automatisées pour que les utilisateurs puissent effectuer leurs différentes actions et appliquer leurs droits. Et la troisième étape, c'est la gestion de l'éthique. La gestion de l'éthique, c'est par exemple donner l'ensemble des informations sur l'utilisation des données aux utilisateurs. Alors aujourd'hui, on en est seulement à la conformité et un petit peu à la standardisation avec la RGPD. Alors comme je l'ai dit, une fois qu'on a identifié les différentes données sur notre système d'information, il va falloir les classer
suivant le risque qu'elles représentent. Alors, on peut avoir des données publiques, par exemple, le courriel qu'on envoie pour le repas du dîner à ses collègues, mais on peut avoir des données classifiées, comme le futur produit, par exemple, qu'on va lancer dans 3 ans. Pourquoi c'est important de classer ces données? Parce qu'on va appliquer différentes protections, on va adapter la protection en fonction de la classification. Alors pour protéger ces données, je parle un petit peu technique, pour protéger ces données, la première question, c'est de savoir comment on accède à des données. Alors ici, par exemple, j'ai pris l'exemple d'une application qui va chercher des données dans une base de données. Donc on a la couche applicative, la couche de base de données, on a toute la pile au niveau du système d'exploitation, et ensuite au niveau du noyau du système. Pourquoi c'est important? Parce que le niveau de protection qu'on va appliquer va dépendre de la classification et on va appliquer des méthodes de protection adéquates suivant le risque que représentent ces données. C'est-à-dire que pour les informations classifiées, on va protéger l'ensemble de ces couches. Et pour des données qui sont moins sensibles, on va protéger des couches supérieures ou inférieures, suivant les menaces. Je vais donner un exemple. Au niveau de la couche applicative, on peut appliquer ce qu'on appelle la tokenization ou le Format Preserving Encryption, qui consiste à, par exemple, si vous rentrez votre carte de crédit, votre numéro de carte de crédit, on va conserver le format du numéro de carte de crédit, mais ce sera complètement chiffré. Au niveau de la base de données, je peux citer par exemple le chiffrement transparent. Ensuite, on peut, suivant toujours le risque et les menaces, passer au niveau du pilote de bus, avec le chiffrement complet du disque. Et si vraiment ce sont des données classifiées, on peut appliquer une sécurité physique au niveau de l'équipement, c'est-à-dire si un utilisateur non autorisé touche un équipement, le disque peut s'autodétruire. C'est le cas notamment dans le Hardware Security Module. Alors, pour protéger vos données, en plus des couches, on peut appliquer différents algorithmes de chiffrement qui vont permettre d'assurer la confidentialité, l'authentification et l'intégrité de ces données. Alors ici, je le donne à titre d'information. C'est ce que je recommande aujourd'hui, en 2018, pour assurer l'intégrité et la confidentialité des données. Pour finir sur cette slide, c'est juste pour vous dire en fait qu'il existe de multiples combinaisons d'algorithmes pour le chiffrement et la vérification de l'intégrité de ces données. Donc on peut voir par exemple en bas qu'on peut ajouter au fur et à mesure, suivant ce qu'on veut protéger, les différents types d'algorithmes. Alors une fois qu'on a identifié les données, qu'on a classifié les données, qu'on a protégé nos données suivant le risque qu'elles représentent, on va mettre en place différentes défenses. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il nous affiche un camp fortifié romain et un réseau de tranchées de la Première Guerre mondiale? Simplement parce que, à gauche, au niveau du camp fortifié romain, c'est ce qu'on appelle une défense périmétrique. La défense périmétrique, pour une organisation, au niveau d'un système d'information, c'est par exemple de dire « Oh, je vais acheter le plus cher firewall, le plus cher pare-feu qui puisse exister sur le marché, avec l'ensemble des services.
comme par exemple analyse antivirus, blocage de port, analyse intelligente des paquets, etc. Et de dire, mon système d'information, il est extrêmement sécurisé parce que j'ai le meilleur pare-feu qui existe. En réalité, non, parce que si une attaque survient et arrive à passer le pare-feu, l'ensemble de votre système d'information tombe, est potentiellement corrompu. Alors l'axiome des tranchées du réseau de tranchées de la Première Guerre mondiale, c'est de dire une attaque finira toujours par arriver un jour et à passer notre première ligne de défense. Alors un réseau de tranchées de la Première Guerre mondiale, c'est une première ligne de feu avec des observateurs qui observent les ennemis potentiels qui vont arriver. Avec ensuite une deuxième ligne, ce qu'on appelle une tranchée d'appui, qui va soutenir la première ligne de défense. Et la zone entre la première ligne et la seconde ligne, c'est ce qu'on appelle une zone de défense flexible. Et la troisième ligne, c'est la tranchée de réserve. C'est là où il y a les médecins, la logistique, etc. Tous ces réseaux sont reliés entre eux avec des boyaux de communication. Eh bien, on va appliquer le même principe pour notre système d'information. Alors, pour protéger notre système d'information, avec une architecture de défense en profondeur, on va diviser nos réseaux en plusieurs catégories, suivant leur utilité. Donc on a le réseau noir, c'est un réseau dont on n'a pas la gouvernance. Donc c'est par exemple Internet. Et ensuite on a le réseau gris, qui est le réseau qui va contenir les services de première ligne, comme par exemple les serveurs web. Et finalement on a le réseau rouge qui lui contiendra les serveurs de traitement, contiendra l'ensemble des bases de données, contiendra les services de sauvegarde. Et entre ces différents réseaux, il faut mettre en place des routeurs pare-feu qui vont permettre de protéger zone par zone. Et on va pouvoir gérer ainsi la journalisation des différents accès par zone réseau. Ensuite, une fois qu'on a sécurisé notre système d'information, il faut quand même qu'on puisse mettre en place des procédures pour répondre en cas d'incident. Pour répondre en cas d'incident, il faut écrire des procédures qui soient standardisées, où chaque personne de l'organisation puisse connaître son rôle, ce qui va permettre d'être réactif sans ajouter de la précipitation. Une fois qu'on a répondu à une intrusion en colmatant la brèche ou en appliquant des procédures de mitigation, on va appliquer ce qu'on appelle un plan de reprise, c'est-à-dire qu'on va restaurer l'ensemble des services et des systèmes qui ont pu être touchés. Et ensuite, on va communiquer sur l'incident et reporter l'incident généralement à des organisations gouvernementales. Alors, pour résumer, pour protéger ces données, il faut savoir s'adapter. S'adapter et répondre suivant un plan prévu. Alors pour sécuriser par exemple votre infrastructure, il faut toujours chercher à contrôler ses clés de chiffrement. Il faut accorder aucune confiance au réseau sur lequel transitent les données.
Et au niveau de la protection des données, on adapte le chiffrement en fonction du risque associé aux données. Il n'y a pas besoin de chiffrer l'intégralité de nos communications. Il faut aussi faire attention à la pseudo-anonymisation. La pseudo-anonymisation est susceptible d'attaque par inférence. Faut aussi établir des procédures claires pour la gestion des accès, journaliser l'ensemble des modifications des accès, etc. Il y a quand même quelques principes que j'aimerais vous faire part. C'est que, par défaut, tout est interdit. C'est pour ça que je suis souvent le méchant. Il faut aussi dresser la liste des contre-mesures plutôt que la liste des menaces. Pourquoi ? Parce que vous n'arriverez jamais à lister l'ensemble des menaces sur votre système d'information. Je préconise aussi d'oublier la méthode test d'intrusion puis correction. La sécurité, elle ne s'ajoute pas par la suite, elle se crée avec le produit au niveau de la conception. Et un autre point aussi, c'est ne faites pas reposer la politique de sécurité sur l'éducation des utilisateurs. La sécurité, elle doit être en amont. Et il faut être prudent avec l'adoption des nouvelles technologies. C'est-à-dire, on ne télécharge pas le tout nouveau système d'exploitation qui vient de sortir. On attend quelques mois pour avoir des retours des utilisateurs. Alors, les défis essentiels en matière de protection des données, c'est qu'il faut pouvoir transformer l'objectif de conformité en objectif éthique, c'est-à-dire, par exemple, que le consentement, il doit pouvoir être assuré de bout en bout, c'est-à-dire qu'il va falloir présenter l'utilisation des données sur demande aux utilisateurs. Pour quelles raisons vous avez utilisé mes données? Pourquoi? Vous avez le droit de retirer votre consentement sur cette utilisation, par exemple. Ça implique qu'il va falloir rapprocher la sécurité au plus près des données, sans enlever tout ce qu'on a dit auparavant au niveau de la protection des données, puis du système d'information. Alors, comme on l'a vu dans ma présentation, la sécurité des données, c'est une question à la fois technique, mais aussi organisationnelle. L'objectif, c'est pas d'empêcher des attaques, mais c'est de les détecter au plus tôt pour pouvoir activer les différentes contre-mesures qu'on aura mis en place. Alors pour protéger ces données, on se base sur un ensemble de méthodes, c'est-à-dire l'identification des données, leur classification, leur protection en fonction des risques, et aussi des méthodes de détection et de défense des systèmes d'information, et sans oublier les différentes procédures pour répondre à un incident et les procédures de reprise d'activité. Alors, écoutez, j'espère qu'au moins ça aura ouvert la discussion sur la protection des données et puis que ça vous aura été utile. Et puis, ma foi, si vous êtes intéressé, on recherche toujours des professionnels de recherche au sein du GRIS. Voilà. Si vous avez des questions, je peux y répondre avec plaisir.